Allô, allô? Bien le bonsoir, mon cher Marc. V'là ton moineau, toujours à l'heure, toujours ponctuel. Je vais exactement dire drette sur la minute exacte. Comment ça va? Ça va, toi? On essaie, on essaie. Ça va super bien. Ah, ce sera pas très long. Je suis en train de me préparer. J'aurais pu arriver un petit peu en retard pour finir, mais je me suis dit, je vais être à l'heure. Je suis toujours à l'heure. Toujours. Parfait. Comme ça, Euh, ça va laisser le temps au monde d'arriver, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Donc, je te laisse présenter puis mettre la table pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on fait ici. bon, parfait. Ben, regarde, on va attendre un petit 30 secondes. J'ai vu hier, Marc, que tu as présenté ta collection de Switch. Ouais, j'ai présenté ma collection de Switch. Ça a pris combien de temps? T'as genre 300 jeux, quelque chose de genre 250? 300 jeux, ouais. Il y a combien de jeux sur la Switch en tout? Il doit être rendu à peu près à 700 peut-être? Nintendo Switch. 7 ou 8 000 jeux en tout. Mais ils sont pas 12 tous 000. en format physique. Il y en a qui sont en format digital. Attends, how many games? Il me semble qu'il y en a 7 ou 8 000 au dernier décompte. Tabarnouche, 11 011 video games en Nintendo Switch. C'est ça. Ok, mais moi, je suis curieux en physical copy. Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, on n'a pas fini. Concrètement, moi j'aime ça aider le monde puis rendre les gens heureux. Donc là, on vient parler de phobie. Et notre cher Michael Wolf, c'est lui l'animateur, donc c'est lui qui va prendre la parole plus souvent que moi ces temps-ci. Juste préciser, il y a 4 480 titres physiques. C'est C'est ça. énorme. Exact. C'est Ok. Michel qui sont trop ondes. Bon, Bon appétit, mon trésor. Combien de temps? 2 minutes, ça va faire le travail. Donc, mon cher Michael, je suis tout à toi. parfait. Bon, pour ceux qui savent pas exactement ce que c'est, dans le fond, le sujet d'aujourd'hui, c'est la thanatophobie, qui est un mot pas facile à prononcer. Euh, La thanatophobie, dans le fond, c'est la peur de la mort. Mais évidemment, selon à qui on demande, en fait, ma question pour toi exactement, c'est quoi, comment tu décrirais-tu ta thanatophobie à Ma toi, thanatophobie ou la thanatophobie? la tienne? Ben, j'imagine que ça va être un peu la même chose, mais y a-t-il une différence, toi, la façon que tu le vois qu'en général? Concrètement, non, le mien est juste pathologique. C'est-à-dire que la thanatophobie, en général, c'est Thanato qui est le dieu de la mort, puis phobie qui est la peur, tout simplement. Donc, thanatophobie, c'est la peur de la mort. On a tous la thanatophobie, à différents degrés, mais on a tous peur de mourir. La thanatophobie pathologique, c'est par exemple lorsque ça envahit ton quotidien, tes pensées, de façon à ce que tu ne puisses plus fonctionner de quelque façon que ce soit. Ma thanatophobie à moi est différente de la thanatophobie en général parce que généralement les thanatophobes vont avoir peur de penser à la mort, vont avoir peur d'aller dans des cimetières, d'aller proche d'un hôpital parce que ça leur évoque la mort. Or, moi, j'ai pas de problème à aller dans un hôpital, c'est même ce qui me rassure. Donc ça, c'est... La thanatophobie pathologique est extrêmement rare. On parle de moins d'1% de la population mondiale qui ont cette pathologie. OK. En Donc, 2018, on met la table comme ça, juste que les gens sachent qu'est-ce que la thanatophobie. Ensuite, je vais te laisser me guider et je vais pouvoir répondre à tes questions. ben, je vais faire une prémisse. En 2018, le 3 janvier, il y a un article dans le Journal de Montréal qui est sorti sur toi, comme Oui, quoi, dans le fond, tu mangeais à l'hôpital de Saint-Eustache à chaque jour pendant près de 2 ans. Ça veut dire que tu allais à l'hôpital combien de fois? Tu mangeais combien de repas par jour? 2 repas par jour. Donc, Concrètement, j'allais à l'hôpital à pied ou en vélo. Je m'assoyais, je mangeais mon repas à 11 heures, puis je restais dans l'hôpital jusqu'à 17 heures. Je mangeais mon repas, puis pour être sûr qu'il n'y ait pas de réaction allergique, j'attendais jusqu'à 21 heures. Et à 21 heures, je rentrais chez moi à la maison et je répétais le cycle à tous les jours. de ce que j'ai compris, tu avais peur d'être empoisonné par la nourriture. Pas empoisonné, les réactions allergiques plus. Tu sais, les empoisonnements plus alimentaires, mais j'ai beaucoup plus peur des réactions allergiques. OK. Euh, mais de ce que j'ai pu voir, tu n'as aucune allergie alimentaire. Concrètement, non. Non. Et tu as un épipène avec toi. J'en ai trois. Moi aussi, j'ai un épipène. Moi, j'ai beaucoup d'allergies alimentaires pour ma part. Si, oui, que t'as aucune allergie, en plus, t'as un épipène. C'est ça. J'ai un épipène, puis j'ai aucune allergie. J'en ai trois. Il y en a un avec moi ici.
Puis il y en a dans chaque pièce de la maison. Fait que je n'ai toujours sur moi, j'en ai un dans mon sac à dos, j'en ai partout. OK. Mais rationnellement, t'es quelqu'un d'intelligent. Tu le sais rationnellement que t'as pas d'allergie, puis qu'en plus, si jamais tu mangerais de quoi que ta gorge enfle, t'es équipé pour. Oui. En sachant ça, pourquoi tu ressentais quand même le besoin d'aller à l'hôpital si t'étais déjà protégé? Parce que j'ai peur de l'épipène aussi. J'ai peur de ça. J'ai peur que le cœur se mette à battre vite, 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 puis ça va le faire, c'est de l'adrénaline. OK. Mais à l'hôpital aussi, la part de l'épipène est quand même là à l'hôpital, non? Oui, la peur de l'épipène est quand même là à l'hôpital, effectivement. 100%. Mais à l'hôpital, ils ont des mesures pour ralentir le cœur si jamais il va trop vite. Je sais pas, le fait d'être dans un cadre médical me rassurait. OK. Euh, j'ai cru voir que c'est à l'âge de 4 ans que tu as réalisé qu'un jour il y avait une fin. Ouais. C'est jeune, hein? Ben en fait, je pense que c'est très dur de pouvoir vraiment mettre un moment précis, là. Peut-être tu dis 4 ans, peut-être c'est 5, peut-être c'est 6. Euh, c'est quoi le souvenir que tu as de ça? Comment tu as réalisé ça? T'as-tu perdu quelqu'un dans ta famille? C'est quoi que tu as fait réaliser? Un animal qui est décédé? Non, juste comme ça. J'ai réalisé comme ça. Je sais pas. Je crois que c'était une émission à la télé. Mais c'était pas. J'ai pas perdu personne ni un animal. À ce jour, il y a personne dans ma famille qui est décédé. J'ai pas connu la mort encore. Même pas d'un animal? Non, il y a mon beau-père, mon ex-beau-père qui avait fait euthanasier le chien, mais j'étais pas là. J'étais pas là, j'étais en centre jeunesse, j'ai pas vu le chien se faire tuer, j'ai pas. Je l'ai pas vécu. Il y a bien long le frère de mon père qui est décédé. Merci Gabriel. Il y a bien le frère de mon père qui est décédé, mais encore une fois, j'étais pas là. Donc, de près, j'ai jamais vu la mort encore. OK. Et de ce que j'ai vu pour poursuivre, de 4 ans jusqu'en 2016, tu étais conscient qu'il y avait la mort, mais ça venait pas vraiment importuner ta vie. C'est plus en 2016 que tu as eu un accident de voiture, mais ça l'importunait, mais moins que... Ça l'a empiré en 2016. Comment ça l'affectait ta vie entre 4 ans et 2016, tu dirais? De 4 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, zéro. Juste des petites crises de panique des fois le soir en me couchant. Après, à 12 ans, je venais d'être en secondaire. J'étais en secondaire 2, je crois. J'étais dans l'autobus pour revenir de l'école à la maison. Puis j'ai commencé à avoir le cœur qui débattait vite. Comme d'habitude, je faisais des crises de panique, mais celle-là, c'est vraiment pas bien passé. Je me suis mis à avoir la bouche qui était sèche, le cœur battait extrêmement vite, et j'étais convaincu que j'allais mourir là, là. Puis je voulais avoir. Faut comprendre, moi, quand que j'ai une crise de panique, ma bouche devient sèche et c'était un symptôme qui me faisait paniquer beaucoup. Puis je voulais quelque chose pour boire immédiatement, mais j'en avais pas. Fait que ça s'est avéré que je me suis mis à crier dans l'autobus, je me suis mis à hurler. Puis y a une étudiante qui avait une bouteille d'eau, fait qu'elle me l'a donnée. Ça m'a aidé à me rassurer. Puis depuis ce jour-là, les crises de panique se sont décuplées. J'ai commencé à éviter certaines situations. Mais j'ai quand même réussi à reprendre le dessus un petit peu. Puis après ça, vers l'âge de 14 ans, il y a quelqu'un qui a essayé de me tirer une balle dans la tête pendant que je marchais pour aller chez mon ami à Pointe-Calumet. J'ai su des années plus tard que c'était un gun à plomb, mais sur le coup, on ne le sait pas que c'est un gun à plomb, en tout cas. Fait que ces événements-là cumulés ont créé un choc post-traumatique qui a fait réaliser que ça peut se terminer n'importe quand. Mais j'ai quand même été capable, malgré ça, d'avoir une vie à peu près normale. J'ai quand même travaillé, je mangeais ce que je voulais. Juste que j'avais plus peur de mourir. Puis, l'événement déclencheur, c'est dur à dire, il y a tellement eu de choses. Il y a aussi eu, quand j'étais en centre jeunesse, que j'ai fait des expériences avec un gars que, en fait, je l'avais sucé, puis il avait mis quelque chose sur son pénis, puis je savais pas qu'est-ce que c'était, ça goûtait comme la menthe, puis j'ai demandé de me montrer le pot. Il m'a dit OK, mais il m'a jamais montré le pot. Fait que j'ai paniqué, je me suis dit qu'est-ce que t'as mis là, tu sais, je veux le voir. Fait que je pensais qu'il voulait me droguer, je pensais qu'il voulait m'empoisonner. Après ça, j'ai eu peur, j'ai fait des crises de panique. J'avais 17 ans à l'époque. Fait que j'ai fait les hôpitaux exactement comme en 2016, mais à 17 ans, sans arrêt. Je pensais que j'allais mourir puis que j'atteindrais pas 18 ans. Puis finalement, ça s'est replacé. Ça s'est replacé d'un coup. J'ai été obligé de faire mes affaires, puis ça s'est replacé jusqu'en 2016. Là où j'ai eu les accidents de voiture, plus la fausse réaction allergique que j'ai fait. L'accident d'auto, on comprend pourquoi, là, c'est sûr. Mais la réaction allergique, c'est que j'avais mangé au McDonald's.
Je sentais que ma gorge était enflée. J'ai regardé, puis elle était enflée. Fait que j'ai appelé le 911. Je leur ai dit que j'étais en train de faire une réaction allergique. Puis ils sont venus, mais ils sont venus 1h45 après, pas de gyrophare. Puis j'étais en parfaite crise de panique. Je me sentais pris au dépourvu. Fait que si ça avait été une vraie réaction allergique, je serais mort. C'était une fausse. C'est une fausse. C'était un symptôme de crise de panique que tu avais de la misère à respirer. Amygdalite plus symptômes psychosomatiques. OK. Dans ta vie, as-tu déjà consommé certaines drogues? J'ai essayé le Oui, cannabis, comme tout le moche. monde, mais rien d'autre. T'as pas fait du moche? Non, 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 jamais. Oh, que non. Non. Ben, je te le déconseille, surtout si tu fais des crises de panique, là. Bon. OK. Un soir, tu t'es précipité vers l'hôpital convaincu que c'était ta dernière heure. Et je cite tes paroles, j'avais toutes sortes de symptômes psychosomatiques qui me faisaient croire que mon corps me lâchait. J'étais très faible, étourdi, j'entendais des acouphènes et j'avais constamment mal à la tête. Ouais. En ce moment, de tout ce que je peux voir de ta thanatophobie, c'est tous des symptômes de crise de panique. Oui, ça c'est de la panique. Mais la thanatophobie se manifeste à chaque fois que j'ai un symptôme, peu importe. Je pense que c'est ma dernière heure et que je vais mourir. À chaque fois. Peu importe le symptôme. J'ai une palpitation, je me dis ça y est, c'est la fin. J'ai un mal de tête, bon non, peut-être pas un mal de tête, là, un étourdissement, ça y est, c'est la fin. Tous ces symptômes-là vont m'amener à consulter immédiatement. OK. Ben, en fait, un des symptômes de crise de panique, c'est justement on pense qu'on est en train de mourir. Moi, j'ai vécu énormément de crises de panique. Je suis médicamenté pour les crises de panique, en fait. Ouais. Je pensais que Florence te parlait. Non, non, non. Euh, Ça OK, doit être des antidépresseurs que tu prends. exactement. Je prends des Dontrexor, antibiotiques. sertraline, etc. C'est l'Opram que je prends. Parce que là, 7 ans et demi, je faisais énormément de crises de panique. Ma vie s'était rendue que ça. Non, c'est Donc, pas drôle. tous les symptômes que tu me parles, j'ai vécu ça, je le vivais à chaque jour. Puis tout de même, ce qui m'a aidé à dépasser les crises, c'est de comprendre justement c'est quoi le cercle vicieux des crises de panique. C'est au début, j'avais peur de sortir de chez moi. Par la suite, j'ai appris qu'il fallait affronter ces situations-là et faire la méthode de l'exposition que j'imagine tu dois connaître. La TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, oui. Exactement. C'est ça les gens rentrent dans le cercle vicieux des crises de panique puisque leur instinct numéro un, c'est de fuir la situation, ce qui fait juste empirer puis donner du pouvoir au comportement de fuite. Ouais, Puis mais il arrive aussi, il y a aussi des exceptions, il y a aussi des personnes que s'ils confrontent, ça augmente leur panique. Moi, dans mon cas, à moi, ça l'augmente, ça l'augmente, ça l'augmente, ça n'atteint pas un plateau. C'est- Je me sens comme en danger, en détresse, puis ça l'augmente, ça l'augmente, ça l'augmente. Ça l'arrête pas d'augmenter. Tu sais, je vais te conter une situation, là, puis tu vas comprendre. J'étais à l'hôpital de Saint-Eustache, puis ils voulaient me transférer à l'hôpital de Saint-Jérôme, parce qu'il y a une section psychiatrie là-bas, puis il n'y en avait pas à l'époque ici. Ils m'ont mis dans le taxi, puis moi je capotais, puis ils m'ont dit pas de bouteille d'eau, pas de téléphone, rien. Fait que là, je me suis retrouvé à faire le trajet de Saint-Eustache vers Saint-Jérôme en taxi, en hurlant et en paniquant. Puis plus qu'on avançait vers l'hôpital de Saint-Jérôme, plus qu'on s'éloignait de l'hôpital de Saint-Eustache, plus l'anxiété augmentait, 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 parce que j'étais plus proche d'un hôpital. Et la crise de panique ne cessait pas, elle augmentait de plus en plus. Elle n'a jamais atteint de plateau. Là où que ça a fini par se calmer, c'est quand j'étais rendu très près de l'hôpital de Saint-Jérôme que là. Mais si je m'étais pas approché de l'hôpital de Saint-Jérôme, puis tu m'avais amené dans le bois, ça aurait continué de monter, puis je serais peut-être. Mon corps aurait lâché. J'étais plus capable. La crise de panique, elle a arrêté, puis j'en ai eu pour 3 jours à avoir des retombées, puis des grosses douleurs à cause de ça. Vraiment, là. Quand la crise de panique s'active, ça draine toute ton énergie. Ouais. Donc, je crois quand même oui, j'ai fait une vidéo sur moi, j'ai été voir un show de Martin Matt, j'ai été 1 heure et demie à faire crise après crise après crise, de pire en pire, comme tu décris. Ouais, c'est terrible. Mais finalement, un moment donné, j'étais tellement épuisé que un moment donné, c'était le plateau, puis ça l'a arrêté vers la fin. Puis effectivement, quand ça a fini, puis je suis sorti du show, là, je me Ouais. suis bien senti bien, mais quand même, j'étais fier de moi d'avoir réussi à pas y donner raison, genre. Euh,
J'ai l'impression que si tu réglerais tes crises de panique, ça réglerait dans un certain sens ta thanatophobie. C'est mitigé parce que j'ai quand même peur de mourir. Mais assurément que ça me donnerait une vie plus confortable. Assurément. OK. Ça Euh, repousserait les crises de panique à quand ça va être le moment de mourir. Donc j'aurais une vie de ce fait plus normale. à la fin de l'article du Journal de Montréal, tu dis, je ne perds jamais espoir que ça va finir par s'améliorer. L'article date d'il y a 6 ans. Est-ce que ça s'est amélioré depuis? Il y a des choses que oui, il y a des choses que non. Des choses se sont améliorées, d'autres se sont détériorées. Ça s'est transformé. En ce sens que là, je suis plus dans l'hôpital. Comme vous voyez, je suis chez moi. Alors Et qu'avant, j'étais toujours à l'hôpital. Maintenant, je mange plus à l'hôpital non plus, je mange chez moi. Donc, de ce fait, j'ai un peu plus de liberté. D'un autre côté, avant, je mangeais varié, maintenant, je mange que des patates puis du bœuf haché. Fait que ça s'est un peu détérioré. Et de surcroît, j'ai beaucoup maigri. Les crises de panique sont moins fréquentes aussi, quoi qu'il en reste un peu. Je suis capable de plus les endurer parce que j'en ai vécu beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive avec le temps. Lorsqu'on en fait beaucoup, 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 le cerveau finit par réaliser qu'on meurt pas, puis on a une plus grande tolérance envers les suivantes, par définition. Donc, il y a des choses qui sont améliorées, d'autres se sont dégradées. pourquoi manges-tu que des patates et du steak haché? C'est ça qui te rend à l'aise de manger? Est-ce que t'es tanné de manger ça? Tu trouves que ça goûte encore bon? Ou Oui, tu c'est bon. t'en fous? Non, j'aime encore ça. Je suis quand même chanceux. Je suis sûr que toi, tu es une personne qui mange deux, trois fois la même chose, peut-être écœuré. Moi, je suis pas comme ça. Heureusement. Sinon, ma vie, ce serait de la crise de merde. Non, ça va. Mais pourquoi le patate puis les bœufs hachés? C'est parce que c'est un aliment de confiance. Si. C'est parce que j'ai mangé en 2010, en 2020, 2021, 2020. Je pense que c'est en 2020, ouais, quand j'ai commencé mon étude au CFCP. En 2020, j'ai mangé un carré au Rice Krispies, puis j'étais pas allergique à ça. Puis après avoir mangé ça, le corps il s'est mis à me débattre à toute vitesse. C'était pas de la panique, là. C'est vraiment tout de suite après l'avoir mangé. J'étais calme. Là, je me suis dit, oh, donc ce qu'on mange a une répercussion, comme si tu bois trop de café, le cœur peut battre un peu plus vite. Puis là, je me suis mis à avoir peur parce que dans les carrés Rice Krispies, il y a beaucoup d'ingrédients. Donc, je me suis remis avec les ingrédients simples. Je me suis dit, si je mange que des patates, ça fait pas battre le cœur vite. Si je mange que du bœuf, ça fait pas battre le cœur vite. Et c'est comme ça que j'en suis venu à manger des aliments et non des recettes. Est-ce que tu bois seulement de l'eau? Juste de l'eau. Je n'ai bu rien d'autre que de l'eau depuis l'âge de 19 ans. Ça fait donc 12 ans que j'ai pas bu autre chose que de l'eau. OK. Parce qu'on l'a fait. Quelqu'un voulait te poser la question de te constater hypochondriaque. J'imagine que oui. Seulement par ricochet, parce que je suis pas théoriquement hypochondriaque, mais par ricochet, oui. Mais c'est vraiment juste par ricochet. OK. Qu'est-ce que tu dirais que le plus gros problème que ta phobie t'inflige? Ben, ma vie est sur pause. Il n'y a plus rien que je peux faire. Je peux pas manger qu'est-ce que je veux. Je peux pas sortir où je veux. Donc, en somme, je ne vis plus, je survis. Et en ce moment dans ta vie, est-ce que tu fais des actions concrètes pour tenter d'améliorer ou en ce moment t'es satisfait de survivre? Disons que je me suis résigné que ça se réglera pas. Mais ce que je fais, c'est que j'essaye d'améliorer mon alimentation pour avoir un peu plus de poids, pour avoir plus d'énergie. Puis avec cette énergie que je vais regagner, je vais être en mesure de faire face à des crises de panique parce que c'est très demandant en ressources. Et là, à ce moment-là, je pourrais m'en sortir. Donc, on commence par l'alimentation, puis ensuite, on travaille les phobies. Puis après, ben, j'espère avoir une vie normale. Tu pèses combien, tu le sais-tu? Oui, je sais combien je pèse. Je me pèse deux fois par jour, mais la raison pour laquelle je vais donner une fourchette, puis je ne donnerai pas un chiffre, parce que les gens qui ont des problèmes alimentaires, ils vont se comparer, puis ça va les trigger. Mais je pèse entre 115 et 125. Tu mesures combien? 5 pieds 9. Pas Disons, si pire que mon ça. niveau est très très bas. Je pense que t'es encore dans ton BMI. Je pense que t'es dans le bas du BMI, là, mais je pense que t'es encore correct au niveau santé, là. Je suis vraiment en sous-poids. C'est juste que j'ai donné Ouais. une fourchette très large pour être sûr que les anorexiques puissent pas se comparer. OK. Euh, tu pars des microbes avec tout ça, ou? OK, c'est ça.
il y a plusieurs personnes qui mentionnaient le paradoxe entre ta part des microbes et le fait que ton appartement est, tu sais, est relativement pas extrêmement propre. Non, j'ai pas Donc, peur des microbes. J'ai vraiment juste peur de la mort. J'ai peur de la COVID parce que j'ai eu la COVID et j'ai failli en décéder. Mais les autres maladies, mon corps il est habitué de les combattre. Tu sais, gastro, rhume, grippe, on a tout attrapé ça dans notre vie. Plusieurs fois. OK. La peur de la mort. C'est quoi que t'as peur là-dedans? Est-ce que tu souffrir avant de mourir ou c'est vraiment le fait que t'existes plus? Genre, c'est-tu la souffrance avant ou si je te dis tu dors, puis en dormant, tu te réveilles plus jamais, c'est quoi exactement qui te fait peur là-dedans? Le fait de plus exister. La souffrance, ça m'inquiète pas. Gars, je me suis rasé, le gars, je suis tout rouge en face. Ben, je me suis rasé avec un rasoir de femme à 3 lames, pas d'eau, pas de crème, rien. J'ai eu très mal. Mais la souffrance me fait pas peur, c'est inévitable à la vie, ça m'inquiète pas. La mort m'inquiète. La non-existence. Ok. Il y avait la question, est-ce que la thanatophobie rend le sexe et les rapprochements avec ta copine plus difficiles? Il y a des gens qui disent que tu veux pas Non, embrasser ou c'est... c'est pas plus difficile, c'est plus spécifique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'amour, puis de l'embrasser, puis là, d'y manger le vagin, les lèvres, puis les seins, puis tout ça, comme quelqu'un de normal, ben, je vais m'en tenir au minimum tout ce qui est pas buccal. Il y a beaucoup de choses que je peux pas faire. C'est comme par exemple, je peux pas mettre de lubrifiant avec des saveurs, je peux pas y manger le vagin parce que j'ai peur des réactions allergiques, je peux pas y embrasser la bouche pour cette même raison-là. Donc disons que tout ce qui a rapport avec la bouche en elle-même, je peux pas. Le reste, il n'y a aucune limitation. Pourquoi aurais-tu une réaction allergique en embrassant, Florence? Parce que si, mettons que t'es mon chum, toi tu m'as dit que t'as des allergies. Si je mange du poisson, puis que t'es allergique au poisson, puis que je t'embrasse, mais puis que je me lave pas, puis j'en ai tout le tour de la bouche, là, puis je t'embrasse, tu vas faire une réaction allergique. Mais vous pourriez pas vous dire, exemple, avant une relation, on se brosse les dents pour Oui, ça aiderait pas, non? mais Mike, mettons, on reprend le même exemple. Je mange du poisson aujourd'hui, puis après je me brosse les dents avec ma brosse à dents. De ce fait, ma brosse à dents est contaminée au poisson. Donc, à toutes les fois que je vais me rebrosser les dents avec la brosse à dents, c'est comme si ça remet du poisson dans la bouche. Tu comprends? Je comprends. Par contre, Donc, est-ce que jusqu'à quel point une réaction allergique peut être déclenchée par des contaminants de ce style-là? je comprends ta peur. Je peux te dire, par contre, par expérience, j'ai eu des copines pendant des années. J'ai la plus grosse allergie au beurre d'arachide. Mes copines, ils pouvaient manger du beurre d'arachide, se brosser les dents, puis après, on était correct. Tout de suite après, Mais, mettons, elle mange une toast, elle se brosse les dents, puis tout de suite après? Ou mettons 1 heure ou 2 après? une demi-heure, on va dire. OK, mettons, elle mangeait du beurre d'arachide, elle se brossait les dents, puis c'était OK. Bon, on pouvait s'embrasser, puis c'était correct. Mais, Mais je comprends ta crainte. Tu sais, je comprends quand même ta crainte. mais la bouche, les lèvres. Tu sais, mettons qu'elle se brosse les dents, mais elle en a encore sur le tour des lèvres. Puis, je veux dire, mais comme je te dis, je comprends ta peur. Tu comprends ce OK. que je veux dire? Bon, une question qu'on va savoir, là. C'est-tu vrai? Tu, je suis Ah ouais, sûrement pas le shoot la dire. question. Tu le sais comment est-ce que je suis. Shoot là la question. L'affaire de pipi dans le lavabo, c'est-tu vrai ou c'était juste pour troller? C'était juste une blague. Ça a très bien marché. OK. Donc, tu fais Dans pas des pipi sacs dans le cyclones. lavabo, tu fais pas caca dans les sacs. Ah non! Bon. Non! OK. Je voulais te parler un peu, de ma vision, moi, de la mort, puis pourquoi j'ai l'impression, puis je veux savoir qu'est-ce que t'en penses. J'ai l'impression que plus on vieillit, plus on voit des gens autour de nous passer par la mort, que ce soit grands-parents, parents, animal, que plus on les voit, eux, passer par le chemin de la mort, plus ça nous donne un peu le courage, justement, puis ça vient nous réduire notre peur de la mort en se disant, hey, si eux, ils ont passé par là, j- j'ai moins peur à cause que eux, ils ont passé par là. C'est de quoi tu penses que ça, plus tu vas vieillir, plus tu vas avoir la paix un peu avec le fait Ben, c'est d'un un jour de... paradoxe. C'est un paradoxe. D'un côté, plus je vais vieillir, plus je vais avoir peur de la mort parce que ça se rapproche. Mais effectivement, d'un autre, plus je vieillis, plus le monde dans mon entourage décède. C'est-à-dire que quand tu nais, on prend une photo du monde la journée de ta naissance, ben plus tu vas vieillir,
Ouais. Les personnes qui sont dans la photo vont de plus en plus disparaître jusqu'à ce que tu fasses partie du sommet de la photo à un moment donné. Donc, le monde en haut disparaît, puis le monde en bas se multiplie. Donc, oui, effectivement, je le comprends. Donc, ça peut donner un certain sens. Puis, de se dire qu'il y a des personnes qui sont mortes à 25 ans, d'autres à 18 ans, d'autres à 4 ans, ça vient chercher un certain réconfort. De se dire que je me suis rendu à un âge que personne ne s'est rendu nécessairement. Puis, les personnes plus âgées qui meurent, Céline Dion va mourir, René Angélil est mort. Fait que, oui, d'un certain sens, ça normalise un peu la situation, ça dédramatise un petit peu la chose en voulant dire que riche, pauvre, c'est la seule justice, puis tout le monde y passe. Mais c'est quand même, quand je le rapporte à moi, j'aime pas ça. OK. Je viens de parler de quoi de te montrer. C'est mon anniversaire dans quelques heures, là. J'avais fait un événement Facebook. Il s'appelle Je ne suis pas encore mort. T'es con. Mais bonne fête en passant, parce qu'on se reparlera pas. Merci. Euh, J'en connais qui croient aucunement à la réincarnation. T'as aucune croyance envers Même si je un- croyais en la réincarnation, je vais te donner ma vision de la réincarnation. Donc, je vais commencer par décrire ce que la réincarnation. Donc, au décès, on monte dans une espèce de purgatoire, puis on redescend sur la Terre ensuite, que ce soit en chat, en chien, en un autre animal, en un autre être humain, peu importe. Donc, tu reviens à la vie sous une autre forme. Mais si on se base sur cette définition de la réincarnation, il n'y a aucune différence entre les réincarnations et le néant. Là, tu vas me dire, ben oui, tu revis. Si tu avais une autre vie avant aujourd'hui, tu t'en souviens ou tu t'en souviens pas? On a la même pensée à ce niveau-là. Bon, alors pour moi, j'aime mon ego, j'aime qui je suis, ma personnalité. Fait que quand bien même que je deviendrais un autre être humain et qu'on serait éternel de cette façon-là, t'as quand même détruit puis reseté ma personnalité. C'est ça que j'ai peur. Touche pas ma personnalité, touche pas ma pensée, touche pas mon intelligence, touche pas qui je suis. Si je me réincarne encore en un autre être humain, ben, c'est la même chose. Exactement. Fait que non, la réincarnation ne me rassure absolument pas. On est éternel, mais pas nous. Désolé, j'ai eu voir des chapeaux de cover, là. Merci tout le monde. Euh, Qu'est-ce qui a... Ah, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour diminuer les impacts négatifs de ta peur? C'est con, mais les jeux vidéo, l'amour, puis mes enfants. Je sais que c'est con parce que le fait de devenir parent, ça change un peu la vision, ça change un peu. Parce que là, tu peux plus juste penser à toi, faut que tu penses à d'autres petits êtres. Puis là, ben, tu commences à avoir peur que eux, il leur arrive quelque chose. Ça n'efface pas la peur de mourir, mais disons que ça la transforme un petit peu. Merci Marie-Josée pour le gun à cash, ça la transforme un petit peu. Fait que je dirais les jeux vidéo, mes enfants, puis l'amour que je reçois. Plus j'ai d'amour, mieux je me sens. Je parle pas, je précise que c'est pas une porte ouverte pour parler de mes enfants, ceux qui sont dans le chat. J'ai juste dit que mes enfants ont réduit ma peur de mourir. Un impact positif. Bon. OK. Les prochaines questions sont sur tes enfants. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, Quelles sont tes stratégies ou techniques pour gérer ton anxiété en dessus? Oui, c'est-à-dire je laisse aller, j'écoute mes symptômes puis j'apprends à les tolérer. J'essaie de changer mes pensées, les extérioriser, les rediriger vers des choses plus positives. Parfois, j'observe mes symptômes, tout simplement. D'autres fois, je vais juste jouer à mes jeux vidéo. Donc oui, j'ai des stratégies comme ça, mais c'est parce que chaque crise de panique est différente et ne se règle pas de la même façon. Il n'y a pas une technique magique où tu respires 5 fois dans un ziploc, tu pètes 3 fois dans la toilette, puis voilà, la crise est passée. Certaines crises vont amener des symptômes comme un cœur qui bat vite, tandis que d'autres, pas du tout. Ça dépend, c'est jamais exactement la même chose, puis on peut pas réagir exactement de la même façon à deux crises. Je sais pas si là-dessus tu me rejoins un petit peu. Chaque crise est différente, effectivement. Il y a 13 symptômes possibles, dont des fois, tu vas avoir un mélange de 2 symptômes, 3 symptômes, des fois, ça va être 5, des fois, ça va être plein. Par contre, ce que je peux dire, t'as raison, il n'y a pas de truc super magique. Par contre, de tout ce que j'ai appris, il y a un truc qui aide réellement, c'est de prendre des grandes respirations, mais de faire gonfler là, ton ventre au maximum,
de le laisser Ouais. gonfler, puis de dérespirer, faire ça 3, 4 fois. Puis la raison de ça, c'est parce que ton diaphragme dans ton corps fait réactiver ton système sympathique. Donc, quand Ah, ton système sympathique se réactive, ton système parasympathique, qui est le système des crises de panique, se désactive, donc ça vient réduire tes crises. Ça parfait. aide beaucoup, mais c'est pas magique non plus. Mais c'est le Non, c'est truc que j'ai trouvé qui aide le plus. Moi aussi, comme toi, j'observe mes symptômes. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, sous, mes dernières crises, c'est dans les pires moments avec une date avec une fille. Là, tu sais, quand c'est la première fois que tu vois la fille de ta vie, là, t'es en train de prendre un café avec elle, puis tu sens une crise de panique arriver. Là, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est de le dire à la personne. Check, en ce moment, je fais une crise de panique, je ressens ça, ça, ça. On va attendre 5... C'est pour ça que je suis un peu bizarre en ce moment. Là. ouais, ouais, ouais. On dirait que quand tu l'exprimes à voix haute aux gens avec qui tu es, euh, ça normalise un peu comme quand tu as un oral à faire dans ta classe, puis en arrivant, tu dis, hey, en passant, en ce moment, je suis timide un peu, j'aime pas les orales. Ah. Mais il y a des personnes pour qui le nommer, ça va les stresser plus parce qu'ils ont peur d'être jugés. Moi, ça me dérange Oui. pas que les gens le sachent. Mais ce qui me dérange dans le fait que les gens le sachent, c'est que les gens vont s'activer en mode d'urgence autour de moi pour essayer de me rassurer, mais toutes leurs techniques vont me faire paniquer beaucoup plus. Ouais. D'accord Soit, pour dire que les gens souvent vont te dire au contraire de fuir la situation, ils vont te dire respire, ils vont te dire plein d'affaires qu'ils comprennent pas. calme-toi, calme-toi, il n'y a rien de vrai là-dedans, arrête ta Comme toi, c'est la comédie. bullshit, là. Au contraire, là, quand je fais une crise, j'essaie quasiment de l'accentuer. L'accentuer. Je parle à ma crise, je dis comment on assis, amène-en encore plus, go, 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 calice, là. Je suis capable d'en prendre. Puis on dirait la crise, elle fait comme, c'est beau, je m'en vais. Ouais, mais moi, le pourquoi que mes crises, quand je sais que c'est une crise de panique, ça part. Tout de suite. Le problème, c'est que moi, quand j'ai un symptôme, je me dis que c'est pas une crise de panique, puisque j'ai peur de mourir. C'est pas juste un simple trouble panique. Quand je dis simple, je veux pas manquer de respect à ceux qui ont le trouble panique, là, c'est juste que pour moi, si c'était un simple trouble panique, ce serait facile. Parce que lorsque je fais une crise, mettons parce que je pense que je fais une réaction allergique, puis que je me rends compte que c'est une crise de panique, la situation est maîtrisée, pliée, emballée en 5 minutes. Oui, mais Marc, serais-tu d'accord pour dire que, exemple, en ce moment, j'ai un symptôme, puis je pense que je vais mourir. Ce qui va déclencher, c'est plus que mon symptôme de croire que je vais mourir va me déclencher une crise de panique. Tout à fait, on est d'accord, mais comment tu fais le lien que c'est ça? Puisque la crise de panique, là, elle s'installe pas d'un coup. C'est-à-dire, la crise de panique, elle s'installe pas graduellement. Tu commences pas à avoir un peu de peur. Puis, généralement, la crise de panique va comme suit. Tout va bien. Puis, il y a un symptôme qui commence à grossir sans que tu t'en rendes compte. Puis, quand il atteint un certain niveau, le symptôme, là, tu te rends compte que le symptôme existe. Par exemple, tu es assis à table en train de manger au restaurant. Ton cœur bat un peu plus vite. Tu le sais pas, il bat un peu plus vite, tu t'en rends pas compte. Puis à un moment donné, rendu à une certaine vitesse, tu fais le déclic que, hey, il bat donc bien vite, Calis. Puis là, ce symptôme-là te déclenche une crise. Je connais personne qui est assis au restaurant, que tout va bien, puis sans symptôme, puis il se dit, oh, je vais mourir. Puis qu'ensuite, il y a un symptôme qui arrive. Ouais, mais pourquoi tu ne reconnais pas que c'est une crise de panique si tu le sais que ça t'arrive souvent? Moi, Parce que moi, dorénavant, j'en ai tellement fait que quand j'ai un symptôme qui m'envahit, oui, j'ai une petite pensée qui me dit, Chris, vas-tu mourir? C'est une crise cardiaque. Mais après, je suis comme, mais non, mais tu sais, t'es juste en train de faire une crise de panique, t'en as vécu plein. oui, mais partant du principe qu'on ne sait pas c'est quand qu'on meurt, qu'on ne sait pas de quoi on va mourir, puis que les maladies cardiovasculaires existent, quand le cœur se met à s'emballer de toute vitesse, qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, précisément, c'est pas la vraie crise cardiaque, mettons? Moi, c'est ça la pensée qui me passe dans la tête. C'est au secours, je vais mourir. Merci Isabelle pour la galaxie que tu as donnée à notre Michael. Donc, qu'est-ce qui dit que cette fois-ci, c'est pas une crise cardiaque, que c'est pas le circuit électrique dans le cœur qui est défaillant, que c'est pas une arythmie maligne? Parce que on va pas se mentir, à force de vivre, le corps il s'use. J'ai une médecin, à ce propos, j'ai une médecin j'avais déjà parlé, avant, je consommais beaucoup de boissons énergisantes, ok? Quand je consommais beaucoup de boissons énergisantes, j'avais des feelings des fois d'avoir un point dans mon cœur qui faisait vraiment mal que quand je respirais, la douleur s'accentuait et diminuait. J'avais tout le temps l'impression, hey, je vais faire une crise cardiaque, justement.
J'en avais parlé à une de mes médecins, puis elle m'avait dit, si jamais tu fais une crise cardiaque, tu vas pas le sentir, ça te fera jamais un point dans le cœur comme ça. Je sais pas si c'est vrai ou, mais c'est ce qu'elle m'avait dit, puis on dirait que depuis qu'elle me dit ça, quand ça m'arrive, je suis rassuré de me dire, c'est pas une crise cardiaque. Ben, je veux pas te faire peur, là, mais il y a plusieurs types de symptômes qu'on peut ressentir, mais essentiellement, c'est la combinaison des symptômes qui vont t'aiguiller. Si c'est juste un point au cœur, les risques que ce soit une crise cardiaque sont beaucoup plus faibles parce qu'il faut une association de symptômes. Généralement, si on a le cœur qu'on fait une crise cardiaque, c'est que c'est les artères qui sont bouchées, l'oxygène se rend moins. C'est ce qui fait la fameuse douleur parce que le cœur est en train de mourir un petit peu, les zones tombent en nécrose. Et c'est ça l'infarctus du myocarde, c'est que l'oxygène se rend moins. Mais dû à ça, ensuite de ça, le corps fonctionne moins bien. Donc il y a d'autres symptômes, comme par exemple une douleur qui saisit jusqu'à la mâchoire, tu vas avoir le bras engourdi, tu vas avoir des Le bras engourdi, Marc, c'est le symptôme qui me fait le plus peur. Le bras engourdi, le bras gauche, je crois, c'est le symptôme que quand il Oui, m'arrive, là, attends une minute, ça c'est associé au cœur le côté gauche, mais ça peut être autant le gauche que le droite. C'est juste que plus souvent c'est le bras gauche. Mais effectivement, quand on parle de bras engourdi, les gens qui mentionnent un bras engourdi, pour te montrer qu'est-ce que c'est pas comme des petites sensations d'aiguille dans le bras. Non, non. La sensation du bras engourdi, c'est comme quand tu te couches sur ton bras, tu te réveilles la nuit avec le bras engourdi, qui est tout mou, il est tout flasque, puis tu sens plus rien, puis ça, c'est un bras engourdi. Un bras engourdi, c'est pas quand tu sens des picotis dans le bras, là. Ça, c'est pas engourdi. Fait que quand t'as le bras qui picote un peu, pense pas que c'est une crise cardiaque. Mais c'est aussi le fait que parfois tu vas sentir le cœur être foiré dans un étau, un éléphant qui est assis sur toi, des picots noirs devant les yeux, des étourdissements, des évanouissements, des syncopes. Ça, c'est des symptômes qui sont clairement manifestes d'une crise cardiaque. Mais un symptôme comme ça, les chances que ce soit une crise cardiaque sont presque nulles. C'est pour ça qu'un simple serrement au cœur, ça peut être simplement musculaire, hein. Le cœur, c'est un muscle. Après, je suis pas médecin, je suis pas cardiologue, j'ai beaucoup de connaissances, mais ce que je dis, c'est de la généralité, c'est de la vulgarisation. Puis je veux juste dire quelque chose d'important avant de te laisser reparler. Si vous avez un doute que vous avez un problème cardiaque ou quelque chose, fiez-vous à ce que votre cardiologue ou votre médecin dit, allez voir un médecin. Fiez-vous pas à ce que je dis, là. Moi, c'est de la vulgarisation. faut savoir qu'en ce moment, je t'entends dire que justement, il y a très peu de chances à soit ça, mais que t'as quand même, à chaque fois que tu ressens un mini truc, t'as l'impression que c'est ça. Ouais, c'est ça. Y a-t-il des moments où tu parviens à surmonter ta peur de la mort? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent mieux sur la thanatophobie? Est-ce que tu as l'impression que les gens le comprennent bien Non. ou... En fait, m'a redirigé la question parce que la question est un peu égoïste. Parce que la thanatophobie, c'est une phobie. Moi, je crois que dans la société, les gens ont un problème avec les phobies en général. C'est la même chose pour tout le monde. C'est que souvent, on se fait dire que c'est de la comédie. Parce que si je me pète un bras, on va le voir. Mais si j'ai peur, on peut pas le gager. Si tu as mal à la tête, tu me dis: ah, j'ai très très mal à la tête parce que tu veux du Dilodide à l'hôpital. Si tu dis que tu as mal dans le corps pour avoir du Dilodide et te geler, je peux pas savoir en tant qu'infirmier si tu me mens ou si tu me mens pas. Fait que je peux juste avoir mes préjugés. T'as plein de tatous d'en face, t'as des piqûres ses bras, fait que t'es un hostie de drogué, fait qu'on t'en donnera pas du Dilodide. Ou à l'inverse, c'est une personne qui me ressemble, puis tu te dis: ah, ben ce gars-là, il dit vrai. On peut pas. On peut juste se fier à la parole des gens. Fait que comme on n'a pas la façon de gager si c'est vrai, si c'est faux, puis qu'on n'a pas la façon de mesurer la vérité puis l'intensité, bien alors on a tendance à croire que la personne exagère, elle en met plus, elle veut de l'attention, que c'est du cinéma. Puis moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est d'ouvrir leurs horizons, puis d'être plus bienveillants, puis d'être plus à l'écoute, parce que je vous assure que ces personnes qui vivent des phobies, peu importe la phobie, ne font pas semblant. Une crise de panique, c'est très usant, c'est très intimidant, c'est très humiliant, c'est très dégradant. Si vous saviez qu'on a le goût de disparaître, puis comment on a honte après d'avoir dérangé des ressources, comment on a honte de nous-mêmes qu'on voudrait disparaître parce que finalement, il n'y avait rien du tout. Ça aurait quasiment été mieux si ça avait été vrai. Parce que d'un autre côté, on aurait réglé le problème. Mais là, c'est cette sensation que ton corps te trahit, qui peut le refaire à tout moment, cette insécurité permanente qui s'installe, qui devient une peur d'avoir peur. Puis ça, c'est la chose la plus terrible. Donc les jugements, la bienveillance, donc arrêter de juger, être plus bienveillant, puis arrêter le fameux c'est pas vrai, respire, ça va passer, puis
C'est pas comme ça que ça marche. Dites-vous une chose, si c'était si simple, des crises de panique, il n'y en aurait plus. Ce que je peux dire à ce niveau-là, pour ma part, c'est que justement, dans ma vie, il y a souvent des choses que j'ai jugées parce que j'avais jamais vécu. L'exemple numéro un que je peux donner, c'est les drogues hallucinogènes. Des fois, t'entends du monde dire, hey, j'ai pris du moche, j'ai halluciné des éléphants roses. Moi, dans ma tête, je me disais, ta gueule, t'exagères. Mais une fois que j'ai pris du moche, puis j'ai moi-même halluciné des personnes entières, j'ai compris que c'était pas du fake. Même chose pour les crises de panique. Quand j'entendais du monde avoir une crise de panique, je les écoutais, je me disais, hey, c'est pathétique, là. Mais après ça, j'ai vécu mes premières crises de panique, puis j'ai réalisé que, hey, ça ressemble extrêmement à un buzz de drogue hallucinogène. Je ne suis plus sobre. Je ressens des sentiments intérieurs que j'ai l'impression que quelqu'un a mis de quoi dans mon verre, là. Puis Je ressens une... Oui, 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 oui. Puis j'aimerais aussi justement parler du fait que je vois des commentaires qui sont bienveillants, mais la solution des crises de panique, ce n'est pas la respiration. Je vais vous expliquer pourquoi. La respiration peut aider tout à fait, je dis pas que ça peut nuire. Cependant, chaque personne est différente. Chaque crise est différente. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour les autres. Vous voulez que je vous dise comment régler une crise de panique? Je vais vous l'expliquer. Il faut parler avec la personne avec bienveillance. Il faut s'adapter à la demande de la personne. Aider une personne, c'est pas imposer notre vision. Si par exemple, je vous dis, bon, je pense que je vais mourir, mon cœur bat super vite, ce qu'il faut faire pour m'aider à me calmer, c'est pas me dire de respirer, c'est m'expliquer que mon cœur va bien, c'est de rassurer. C'est pas la même explication que tu vas donner à quelqu'un que son cœur bat vite, que quelqu'un qui est étourdi, que quelqu'un qui pense que chaque personne est différente. On doit demander à la personne. La première question qu'on doit demander à chaque personne qui fait une crise de panique, c'est comment est-ce que je peux t'aider? J'ai le goût de pleurer parce que ça me rend émotif, mais c'est de se mettre à son niveau. On n'avance pas vite vers quelqu'un qui a une crise de panique. On ne fait pas de mouvements brusques. On parle avec une voix douce et bienveillante, sans jugement, pas forte. On se met à son niveau. On s'assoit, puis on lui dit comment je peux t'aider. La personne va te dire elle-même ce qu'elle a besoin pour t'aider. Puis même si vous dites non, c'est pas de t'aider de faire ça, vous allez la rassurer, descendre la crise de panique et ensuite on peut amorcer le traitement. Mais vous n'allez pas imposer une vision qui est différente. La personne, quand elle panique, elle a besoin d'être rassurée. Vous vous mettez à son niveau et vous vous demandez comment je peux t'aider. C'est tout. C'est de la bienveillance qu'il faut. Je m'excuse, c'est des émotions, mais c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute active. Vous laissez parler la personne, vous la rassurez. C'est comme ça qu'on sauve une personne qui fait une crise de panique et d'aucune autre façon. Je suis très d'accord que de demander à la personne qu'est-ce que je peux faire. Ça peut être tout simplement de tenir la main, juste d'être à Oui. côté, de pas essayer de faire l'impossible. Ça peut être de dire à la personne comment tu te sens. Écoute ton corps. Tu le sais qu'en ce moment, t'es correct, mais prends le temps d'écouter ton corps. C'est Prends le pas temps un... d'analyser vraiment tes symptômes, puis affronte ce que tu ressens en ce moment à l'intérieur de toi. Essaye pas de le fuir. Moi, quand je fais une crise de panique, je parle à mon corps, je parle à mes sensations, j'essaie de les comprendre. Parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est sûr que si tu fuis, je peux te garantir que si tu fais une crise en ce moment, puis je sors de chez nous, là, en 3 secondes, je vais me sentir bien. Ouais. Mais après ça, ma pièce ici va me terroriser, puis je vais plus vouloir revenir. Mais tu vois, je suis mitigé. Je comprends ton truc de s'enfuir, qui va grandir la peur et tout ça, mais sur le coup, quand tu as une crise de panique, la chose que tu veux, c'est la stopper. Pour te rassurer, c'est évidemment de sortir de la situation. Tu n'as pas le choix. Mais c'est la suite des choses qui va être importante. Si tu fuis à chaque fois, là, tu as un problème. Mais si c'est la première fois que tu fais une crise de panique, si c'est important que quelqu'un te prenne la main, que quelqu'un t'explique que tout va bien et que tu sors de là. C'est important pour ne pas subir un dégât au niveau psychologique. Après, lorsque tu es sorti de là et tu constates que tout va bien, c'est là que c'est important d'expliquer pourquoi les symptômes ont lieu. C'est là que c'est important de faire la théorie, d'expliquer l'apprentissage et de faire la fameuse thérapie cognitivo-comportementale. Parce que plus le temps avance, plus on fait de l'évitement, plus dure est la thérapie cognitivo-comportementale ensuite. Mais dans la base des choses, c'est pas une solution. Je vous remets en contexte, vous êtes chez vous, le cœur se met à vous battre vite, vous êtes tout étourdi, les ambulanciers arrivent, vous appelez le 911, puis là, vous dites, j'ai peur, je fais une crise cardiaque, puis les ambulanciers te regardent puis disent, ben non, c'est qu'une crise de panique, au revoir, puis ils s'en vont.
Non, à ce moment-là, c'est important de transporter la personne à l'hôpital pour que la personne ait la sensation qu'elle est prise en charge. Et ensuite, c'est le travail du médecin à l'hôpital de faire les tests, d'éloigner toutes les pathologies qui pourraient être dangereuses. Et ensuite, quand on a éliminé les pires causes, il reste la cause de l'anxiété. Et là, c'est important qu'il y ait un psychologue, un psychiatre qui prenne le relais, qui explique la cause, les mécanismes, et ensuite qu'on travaille la thérapie et la tolérance. Mais ce n'est pas en imposant à la personne d'être dans une détresse que ça va aider quoi que ce soit. Il faut que ça vienne de la personne aussi. Ouais, je suis d'accord, il faut que la personne accepte. Là. Je suis pas en train de dire de te faire attacher dans la pièce, là, mais si tu es capable de rester sur place, tu Si tu devrais es rester. capable, oui. Si tu es capable. Évidemment, je comprends que si c'est ta première crise de panique, puis tu comprends fuck all de ce qui est en train de t'arriver, je comprends là, que moi, la première fois que j'ai fait une crise, je me suis ramassé à l'urgence. Comme pas Puis, mal de gens. j'avais l'air d'un esprit de fou, là. Puis ils m'ont dit que c'était une crise de panique, puis euh, quand j'ai vu le médecin, j'ai dit je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je veux plus jamais vivre ça de ma vie. Ouais. Le, le médecin il m'a dit j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça va t'arriver souvent. Si. Puis les antidépresseurs, pour ma part, m'ont vraiment aidé. Euh, ok. Euh, prochaine question, comment est-ce que tu as vécu la pandémie? Toi, tu as dit que dans le fond, que tu avais eu t'as eu la COVID. Oui, puis je l'ai eu sur le tard. La pandémie est arrivée en 2020. Moi, j'ai eu la COVID en 2022. Fait que je l'ai eu quand même 2 ans et demi après le début. Puis ça s'est pas bien passé. Mais la pandémie en elle-même, ça allait bien là, quand j'étais plus en santé puis j'étais plus gros. C'est maintenant que les problèmes se sont accentués. Depuis que je suis toute maigre puis j'ai peur. Mais sinon, j'aurais pas si peur que ça. Mais pourquoi t'as maigri? Depuis combien de temps tu manges du steak haché et des patates? Depuis 2 ans. Pourquoi avant t'étais capable de manger autre chose? Parce que je mangeais à l'hôpital. C'est con, hein? C'est con. Mais t'es prêt à augmenter tes portions de. Dans le fond, c'est les patates, faudrait que t'augmentes là, si tu veux prendre plus de poids. Là. Oui, 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 ça, faut que j'augmente mes calories. Ça, c'est sûr. Qu'on l'augmente en patates, en huile, en bœuf haché, on s'en calisse, il faut que je mange plus de calories. Je suis aidant à temps plein à 2 personnes, donc oui, c'est épuisant, mais je peux pas me permettre des répits. Il y a quelqu'un qui me demande ça dans le chat. Je peux pas me permettre des répits parce que Florence a besoin de moi tous les jours, mon père aussi. Mais pour revenir c'est ça, faut que j'augmente mes quantités de calories que j'avale, et ça, j'y travaille activement avec mes nutritionnistes. Si je mangeais moins, je serais mort. Parce que je maigris vite. Je mange Oh, pas man. juste des patates, hein. Cat Pop qui dit que je suis un pilet parce que je mange juste ça. Je mange du bœuf haché puis des patates. Puis du bœuf haché, j'en mange en sacrament. Il y a bien des protéines dans le bœuf. Quelle est ta relation avec ton anniversaire? Est-ce que tu le détestes plus que tu sais qu'il y a plus que. Non, ça me dérange pas. Parce que le processus de vieillissement, c'est quelque chose qui se produit à chaque instant. C'est pas on vieillit d'un an d'un coup à chaque année. Oui, mais c'est quand même le jour de ton anniversaire que tu le réalises, on dirait que, oh, une année de plus. Non, Une année. je le réalise Ok. vraiment tous les jours, t'inquiète pas. Est-ce que tu as déjà pensé, tu de quoi qui t'importe une fois que t'es décédé, enterré, incinéré, il y a quelqu'un qui avait dit en joke embaumé, t'as-tu déjà Non. pensé à ça ou t'en as rien à foutre? Bon, théoriquement, j'en ai rien à foutre, mais je suis quelqu'un qui me dit si jamais que ça existe l'au-delà, surtout pas brûler. Je veux être enterré ou pitché dans une fosse, mais pas brûlé. Puis la vision est la suivante. Si jamais qu'on me brûle, ben c'est comme si j'acceptais de détruire mon corps volontairement. Donc si je brûle mon corps, Dieu va m'oublier puis me reconstruira pas. Donc je préfère qu'on brûle pas mon corps. C'est juste ça. Ok. Mais en théorie, je crois à rien. Ok. C'est juste que je prends pas la chance de, c'est tout. Je vais poser toutes les questions que j'avais préparées. Bon. Je sais pas si, là, ça fait 50 minutes qu'on en parle. Je Ah, sais c'est pas ça. si, Hein? pardon? J'avais pas compris. Merci Greenwood, j'ai compris, ça fait 50 minutes puis ça l'a coupé. Oui, là, ça fait 50 minutes qu'on en parle. Y avait-tu un autre sujet ou d'autres questions auxquelles tu avais pensé que tu voulais répondre Ben, ou... en fait, je vais y aller sous un angle différent. Je vais y aller sous un angle qui est intéressant, qui a jamais été fait dans aucune interview. Souvent, on se focalise sur la personne qui vit les symptômes et tout ça,
mais on se focalise pas sur la personne qui vit au quotidien avec la personne qui vit ça. Donc, si mettons, Florence, elle prenait la parole, puis elle expliquait quels impacts ça a sur sa vie et tout ça. Est-ce que tu me donnes 40 secondes? Il faut vraiment que j'aille uriner. Vas-y, vas-y. Mais je crois que ça peut vraiment être pertinent que Florence puisse s'exprimer sur qu'est-ce que ça a comme impact dans sa vie au quotidien, comment est-ce que ça impacte notre relation, comment est-ce qu'elle le voit la suite des choses. C'est important, on donne souvent la parole aux personnes qui le vivent, mais pas à l'entourage direct. Puis je crois que ça peut être intéressant. Puis il y a peut-être des questions que vous avez le goût de poser à Florence une bonne fois pour toutes. Donc je crois que ça peut être intéressant. Non, Florence, elle répète pas la même chose que moi. Donc, on va le faire, il n'y a pas de souci. Je veux vraiment, je veux vraiment que les gens aient la pleine perspective, pas juste la perspective que je donne. Mais Tisha, c'est simple, c'est juste moi. Fait que... Bon, fait que je passe le téléphone à Florence, fait que gêne-toi pas de poser des questions qui te viennent en tête ou des questions du chat. Si Florence veut pas répondre, elle va le dire. Allô, Salut Florence, comment ça va? ça va bien toi? Ça va très bien. Donc, Marc voulait que je te parle un petit peu, que tu me dises un peu, toi, tu trouves ça comment vivre avec quelqu'un qui a la thanatophobie comme ton copain? Est-ce que ça t'affecte toi? Ben moi je trouve ça difficile parce que à tous les jours c'est à recommencer. Parce que dans le fond, Marc-André, il a peur de mourir, puis dû à ça, ben il a peur de s'alimenter. Fait que quand on va à l'épicerie, ben c'est toujours, tu sais, on achète des nouveaux paquets à tous les jours, de patates, mettons, pis steak haché. Fait que là, il faut que je valide la batch, ça veut dire qu'il faut que je mange avant lui, puis tout ça. Puis lui, des fois, même si je mange avant lui, il a peur quand même. Fait que ça, je trouve ça quand même difficile parce que, tu sais, je me rends compte que même si je mange avant lui, des fois, ça le rassure pas plus. Fait que c'est comme si je me sens impuissante par rapport à ça, là. Fait que ça, Donc, c'est... Oui? je comprends bien, toi aussi, à chaque jour, tu manges la même chose que Marc. Ouais, ben des fois, je mange du restaurant de temps en temps, là. Mais en général, là, je mange la même chose que lui. Toi, de ton côté, est-ce que t'es tanné de manger ça ou t'aimerais ça manger différemment parfois? Non, je suis pas tannée de manger ça parce que moi, avant, je pesais 220 livres. Puis là, ben, je suis rendue à 168 livres. Fait que j'ai OK. perdu beaucoup de poids. Puis je suis contente de ça parce que j'étais pas dans mon poids santé du tout, là. Mais c'est par choix qu'elle mange ça, parce que si elle me demande une recette, j'y cuisine sans problème. Ouais, c'est ça, c'est par choix que Marc-André il fait ça. C'est juste que moi, ça m'aide à me recentrer sur mes objectifs parce que j'ai des objectifs de perte de poids. OK. Puis aussi, Florence, si elle aimerait manger autre chose elle-même, elle pourrait toi-même aussi faire quelque chose, là. Donc, effectivement, je considère que c'est effectivement un choix que tu acceptes. Toi, est-ce que toi, tu as peur de la mort? Est-ce que tu comprends un peu la peur de Marc ou pour toi, c'est un peu mystérieux? Ben non, je comprends la peur de Marc parce que dans le fond, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, moi puis Marc-André, parce que quand on s'est rencontrés, c'est parce qu'il avait passé dans le journal. Puis, en tout cas, dans le journal de Montréal, là, il avait fait un article, sa peur de mourir lui gâche la vie. Puis moi, à l'époque, j'habitais à Québec, puis j'avais peur de mourir aussi. Fait que j'ai communiqué avec lui après qu'il ait passé dans le journal. Puis là, ben, il a commencé à m'aider puis tout ça par rapport à ma peur de mourir. Puis il m'a complètement guéri de ma peur de mourir, grâce à ses conseils. OK. C'est quoi les conseils qu'il t'a donnés? Est-ce que tu t'en rappelles? Ben, il m'a aidé à faire de la tolérance à la détresse. Ça veut dire, moi, ce que j'avais peur, c'était surtout de, mettons, de sortir, d'aller dans les restaurants ou les magasins. Ça me faisait vivre de la grosse anxiété. Puis il m'a tout désensibilisé ça, puis tout. Tu sais, il m'a fait faire des expositions, puis là, j'y retournais, puis il me donnait des conseils, mettons, prendre des respirations, se dire, penser à rien, puis se répéter que ça va moins bien, mais que ça va pas mal, des choses comme ça. En tout cas, plein de petits trucs qu'il m'a donné. Puis là, grâce à ça, je m'en suis sortie. Mais disons que moi aussi, ma mère est décédée, là. Puis j'ai comme... en tout cas, je sais pas si j'ai raison, là. Je vais pas me faire... je vais pas dire que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose après, fait que ça me rassure, on dirait.
Mais lui, il Ok. pense que c'est le néant. Fait que c'est ça la différence entre nous deux. C'est que lui, il est convaincu qu'il n'y a rien après, puis que c'est noir, puis que, tu sais, on est plus conscient. Mais moi, on dirait que, vu que ma mère est décédée, puis des fois, on dirait, je ressens qu'elle est avec moi, puis tout, puis en tout cas. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai peut-être, j'ai plus peur à cause des conseils qu'il m'a donnés, mais aussi parce que je crois à quelque chose, peut-être, là, vu que ma mère est décédée. Je crois que même si on peut croire qu'il y a le néant comme marque, je crois qu'on peut quand même avoir un espoir ou un espèce de fantasme, de fantaisie, d'aimer qu'il y ait quelque chose après, genre pour aller retrouver les gens qu'on a perdus avant. Donc, je pense que c'est une bonne chose si ça peut t'aider à ce niveau-là. Je pense que moi-même, plus que la vie va avancer, puis plus que les gens autour de nous vont malheureusement passer dans l'au-delà, je pense que oui, c'est bien d'avoir l'espoir qu'il y a quelque chose après. Euh, c'est quand même ironique. Mais est-ce que tu vivais des crises de panique comme Marc ou toi, c'est pas quelque chose que tu as vécu? Non, j'en vivais comme Marc-André. C'est juste la seule différence, c'est que je sentais pas vraiment mon cœur battre dans ma poitrine, là, parce que j'étais tellement stressée que j'étais coupée de mes sensations. Puis aussi, moi, j'ai un trouble schizoaffectif, puis le trouble schizoaffectif, c'est comme un mélange entre la schizophrénie puis le trouble bipolaire. Ça veut dire que t'as des périodes de up and down, puis tu fais des psychoses en même temps. Puis dans ce trouble-là, il y a quelque chose qui s'appelle la dépersonnalisation. C'est quand que t'es comme plus connecté à tes sensations, tu sais, t'es comme complètement plus là. Ben à cause de ça, je ressens pas que mon cœur bat vite. Mais quand je le prends avec un saturomètre, il bat vraiment vite, là. Fait qu'en tout cas, je vivais des crises aussi de panique. C'était rendu que j'avais de la misère à aller travailler, puis en tout cas, c'était vraiment... j'étais vraiment pas bien, là, tu sais. Puis à cause de ma bipolarité, parce que la bipolarité, ça, tu peux faire comme des achats compulsifs puis des affaires de même. C'est comme si dans ta tête, tu veux faire plein de projets en même temps, puis si t'as plus de limites, tu te crois invincible puis tout ça, ben je m'étais ramassé des grosses dettes, puis j'habitais à Québec, puis Québec, c'est une ville qui coûte cher, puis tout, fait qu'en tout cas, j'étais pas du tout bien, mettons. Fait que depuis que j'ai rencontré Marc-André, il m'a tout réglé ça, puis c'est plate en tout cas parce que, tu sais, lui, il est pas en mesure de régler sa peur pour le moment, mais il aide beaucoup les autres. C'est ça qui est de valeur, là, parce que moi, il m'a aidé, puis il a aidé aussi à peu près une vingtaine de personnes avec leur phobie, là. Fait que c'est plate pour lui, là. Est-ce que Qu'est-ce qui t'affecte le plus, toi, dans ta vie, de vivre avec Marc? Tu me parlais tantôt que tu trouves ça difficile à chaque jour de devoir recommencer. En même temps, je pense que c'est pas nécessairement que tu recommences, c'est plus une routine. Ben oui, c'est une routine que tu recommences, mais il y a-t-il des choses que t'aimerais qui changent, ou en ce moment, toi-même, t'as-tu l'impression d'être en mode survie comme Marc à cause que tu vis avec lui ou non? Ben non, moi je l'accepte comme qui est. Puis tu sais, au début, avant de déménager avec lui, il m'avait déjà parlé de ses peurs, puis il m'avait déjà dit, moi Florence, là, si tu déménages avec moi, tu sais, je pourrais pas déménager parce qu'il faut que je reste à 5 km d'un hôpital. Faut, tu sais, je pourrais pas sortir, j'aurais pas de voiture, etc., etc. Puis moi, ben, je l'ai accepté, je l'ai pris comme qui était, tu sais. Je savais déjà dans quoi je m'embarquais. C'est sûr, il y a toujours le petit espoir que, tu sais, ça se règle pis tout, parce que moi, tu sais, que j'étais quand même une fille qui aimait ça faire des activités quand j'étais plus jeune, là, mais là, vu que j'ai 30 ans, je suis plus mature, puis j'aime moins faire des activités. Mais en tout cas, il y avait toujours un petit espoir que ça se règle, mais, tu sais, je savais déjà dans quoi je m'embarquais, fait que c'est pour ça que aujourd'hui, ben, je me dis, il s'en sort, tant mieux pour lui, mais moi, ça m'affecte pas, là. OK. Est-ce que tu trouves que depuis que tu es avec Marc, ça fait plusieurs années, est-ce que tu considères que ça s'est amélioré, sa situation à lui? C'est-tu un statu quo? Est-ce que ça s'est détérioré? Tu vois ça comment, toi, de ton côté? Mais moi, je pense que ça s'est quand même amélioré parce qu'avant, il mangeait à l'hôpital. Puis, il était pas en mesure de manger à la maison. Fait que, tu sais, on s'entend que ça cause plusieurs problèmes, là, parce que l'hôpital, ça coûte cher, puis tout ça. Puis, aussi, tu sais, c'est pas une vie, là, tu sais. Il prenait le taxi, puis il allait manger à l'hôpital, il revenait en taxi. En tout cas, bref,
c'était pas drôle pour lui. Fait que je trouve que ça s'est amélioré vu qu'il mange à la maison. Par contre, c'est sûr qu'il sort moins qu'il sortait avant. Avant, il allait au IGA, puis il sortait plus, là, mais là, ça... En Hey tout cas, Mike, j'ai une autre question, Michael, que personne n'a posée puis qui serait pertinente, mais si tu me permets de la poser, Oui. comment est-ce que ça se manifeste dans la famille de Florence par rapport à l'acceptation, par rapport à la vision qu'ils ont de moi? Comment ça se passe avec la famille de Florence? ouais, c'est une bonne question. Tu veux-tu que je réponde? Ben oui, c'est toi qui dois répondre, c'est pas moi. Ok. Ben, par rapport à ma famille, c'est sûr, ma famille, mon père, lui, tu sais, il essaie de donner des conseils à Marc-André. Il dit, ah, tu pourrais parler de ton problème à d'autres personnes, puis tu pourrais te faire aider, puis tout ça. Puis Marc-André, il est un peu fermé parce qu'il aime ça, dans le fond, s'aider par lui-même. Mais mon père, je te dirais qu'il a de la misère à comprendre la phobie de Marc-André parce que lui, dans sa tête, c'est simple, tu sais. Il dit, tu fais juste mettre c'est une façon de parler en bon québécois, là, mais mettons, tu mets ton cul dans l'auto puis t'avances, tu sais. Puis tu t'en vas, mettons, de Montréal à Sherbrooke ou peu importe, tu t'embarques dans l'auto puis tu y vas. Mais tu sais, Marc-André, c'est pas de même ça marche, là. C'est pour ça que ça passe pour un caprice. C'est ça, c'est comme si ça passe pour un caprice, mais Marc-André, tu sais, c'est pas un caprice, là. Si tu le rentres dans un auto, puis tu fermes la porte, là, puis tu te mets à rouler, il va capoter, lui, là, pauvre petit, là, tu sais, c'est pas de même qu'on règle un problème à quelqu'un, là. T'as parlé de ton père, de ta soeur. Puis ma sœur, elle a l'impression que Marc-André me contrôle, puis tout ça, puis que c'est pas une bonne personne pour moi, puis qu'il fait de la violence conjugale, puis etc. Mais il y a aucune violence conjugale entre moi et Marc-André. Puis Marc-André, il me contrôle pas de la façon que les gens pensent, là. Il est juste structuré, puis il s'assure que je sois dans un cadre pour que je sois épanouie, puis que j'aie pas de rechute de santé mentale. Mais quelle vision qu'ils ont de moi? Est-ce qu'ils m'acceptent? Est-ce qu'ils m'acceptent pas? Ils me trouvent comment? Ben, Bizarre? mon père, disons qu'il, par courtoisie, il t'accepte, mais disons qu'on voit qu'il a pas les mêmes idées que toi, puis que, tu sais, si, mettons, on n'était pas ensemble, il t'aimerait pas, là, tu sais. Puis ta En soeur? fait, en fait, je crois que ta famille qui ont pas vécu avec ce que Marc vit comme crise, en fait, ton père a probablement jamais fait de crise de panique. Donc, c'est très difficile pour lui de se mettre dans les souliers de Marc. Donc, je peux comprendre que ton père, c'est pas la bonne ressource pour aider Marc. Mais quand tu dis que Marc veut s'aider lui-même, est-ce que tu crois qu'il y a des professionnels qui seraient en mesure d'aider la situation de Marc, que Marc ne prend pas les devants d'aller consulter ces gens-là? Non, parce que la situation, premièrement, Marc-André est déjà équipé. Il y a toute une équipe autour de lui qui le soutient puis qui le supporte. Puis ça a toujours pas marché encore avec leurs conseils. Tu sais, c'est plus, en tout cas. Puis deuxièmement, Marc-André, ben, peux-tu répéter la question, s'il te plaît? En fait, ma question, c'est est-ce que tu considères tu as dit que Marc-André voulait s'aider lui-même. Ouais, c'est ça, ok, je viens de m'en rappeler. C'est que dans le fond, Marc-André, ce qu'il aurait de besoin, ce serait quasiment d'un médecin qui engagerait puis qui resterait ici, puis qui pourrait l'évaluer puis connaître ses signes vitaux, tout comment que ça va, tu sais, s'il a atteint d'une maladie ou quoi que ce soit, ce serait ça qui l'aiderait, là. J'ai une autre question, dans la même veine que la précédente, que c'est intéressant, tout le monde aimerait sûrement savoir comment ta famille a réagi quand on s'est mis en couple. Ben, quand on s'est mis en couple, ma famille était fâchée qu'on soit en couple parce qu'il disait justement que Marc-André, c'était une personne qui contrôlait beaucoup, puis que je serais pas heureuse avec lui, puis etc., que je serais plus épanouie toute seule, puis en tout cas, il disait ça. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai déménagé avec Marc-André. Marc-André a payé mes dettes de 30 000 que j'avais, des dettes d'études. Après ça, il m'a montré plein de trucs de psychologie, tu sais, pour bien me défendre puis tout ça face à mes droits parce que moi je me laissais tout le temps manger la laine sur le dos. Après ça, il m'a montré des recettes de cuisine, en tout cas. Bref, il m'a montré plein de choses puis il m'a aidé dans plusieurs domaines. Puis c'est ça. Mais tu parles de contrôle. Tu parles de contrôle, puis tu parles de ta famille qui avait peur du contrôle que je pouvais exercer. Mais est-ce qu'on est d'accord, puis je vais te laisser t'exprimer, est-ce qu'on est d'accord que la phobie et tout ça, ça l'entraîne un niveau de contrôle? Suis-je une personne contrôlante? Ben, t'es une personne contrôlante pour toi-même parce que ta phobie, elle t'amène à te contrôler toi, à tout vouloir que tout soit parfait,
puis que tout soit organisé, puis tout ça. Puis tu sais, comme mettons dans les sacs de patates, faut qu'ils soient pareils, faut en tout cas, faut qu'il y ait telle norme ou telle norme. Mais avec moi, par exemple, t'es pas contrôlant comme ça, parce que tu me laisses une marge de manœuvre, puis tout qu'est-ce que tu veux, c'est me structurer pour que je fasse pas de rechute de psychose, puis que je sois bien dans ma vie. Je vais changer la question d'angle. Est-ce que tu subis des impacts du contrôle que j'exerce envers moi-même? Ben, à part que des fois, mettons exemple, on achète des affaires à l'épicerie puis ça te satisfait pas, ben là, à ce moment-là, même si j'y goûte, tu voudras pas en goûter un bol. Fait que dans le fond, ça annule tous les efforts qu'on a faits. Puis là, ben, on est obligé de recommencer puis ça finit plus. C'est le seul impact que tu dirais. Aucun autre impact. J'en vois un dans ma tête qui est gros comme un éléphant. Le fait, par exemple, que tu sors pas. Ouais, mais même le fait que je sors pas, même si je sors pas, moi, ça me dérange pas de pas sortir, tu sais, je Non, suis mais rendue habituée. non, je comprends, mais ça a quand même eu un impact. On va pas mentir, ça a quand même eu un gros impact, tu trouves pas? Ben, c'est sûr que ça a eu un gros impact parce que moi, j'étais une personne qui aimait beaucoup sortir, mais je me suis habituée maintenant, puis maintenant, depuis que j'ai 30 ans, je veux plus sortir comme que je Je vais sortais, changer puis la question encore. Je vais encore la changer, je suis tannant, mais je veux vraiment que tu exprimes les choses. Si j'avais pas eu peur de mourir, est-ce que tu aurais sorti plus? euh... Non, ben oui, oui, Est-ce que tu aurais été au restaurant? oui, Est-ce que tu aurais été au cinéma? oui, Est-ce que tu aurais été te promener avec des amis? oui, Donc, est-ce que tu subis les impacts du contrôle de mes phobies? oui. Et voilà. C'est ça l'impact que tu vis. Tu vis majoritairement cet impact-là. Cet impact-là est terrible. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord avec Marc-André. Est-ce que Marc, lui, sort de l'appartement? Est-ce qu'il va... c'est tout le temps toi, Florence, qui va au IGA ou c'est Marc aussi où il a peur? Ben, ça arrive des fois qu'il m'accompagne ou qu'il va à ma place, mais la plupart du temps, je te dirais que c'est moi. Mais sauf que moi, ça me fait une sortie, dans le fond, quand je vais à l'épicerie. Fait que, puis lui, en échange, il fait la cuisine. Fait que c'est comme, on se sépare les tâches, puis les tâches ménagères, ben, c'est nous deux qui est fait. Une question, Florence. Est-ce que tu as l'espoir que la phobie de Marc s'améliore? Ou puis la deuxième question, c'est est-ce que si tu aurais une boule de cristal puis tu saurais que ça s'améliore pas, est-ce que tu serais prêt à continuer de vivre avec Marc durant toute cette vie avec cette phobie qu'il a? Ben, je vais répondre à la dernière question en premier. Oui, je resterai avec Marc-André. Peu importe, même si sa phobie s'aggravait ou tu sais, qu'elle s'améliorerait pas. C'est sûr à 100% que je reste avec Marc-André parce que je l'aime vraiment pour qui il est. Puis phobie, pas phobie, je vais rester avec lui quand même. Puis l'autre question, ben moi je pense vraiment que sa phobie va s'améliorer avec le temps parce que déjà je vois qu'il fait des beaux efforts. Il a intégré des carottes dernièrement. Puis en tout cas, il avait pas vraiment peur des carottes, là, puis il a mangé un bol. Fait que ça, je suis vraiment fière de lui. Puis je suis certaine qu'un jour, tu sais, si c'est pas la technologie ou une médium qu'on pourrait rencontrer ou peu importe, tu sais, on va peut-être l'avoir la preuve de la prévie ou peu importe, là. On va peut-être le savoir à un moment donné, là, tu sais. On est quand même rendu en 2024, puis il y a beaucoup de technologie, on sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver. Fait qu'en tout cas, moi, je garde espoir, puis je suis certaine que Marc-André pourrait s'en sortir. En tout cas, ça a été une très belle entrevue. Puis c'est important parce que souvent dans les entrevues, on donne le micro aux personnes qui vivent les phobies, mais on oublie trop souvent que les maladies mentales, quelles qu'elles soient, ont des impacts dans l'entourage, ont des impacts sur un couple, ont des impacts dans la famille et les amis. Donc c'est important, c'était très important pour moi que pour que l'entrevue soit complète et représentative, elle puisse l'exprimer. Ben, je suis très content que tu aies offert même que Florence dise son mot à ce niveau-là. Sur Et- ce, Marc, y a-t-il autre chose que tu voulais rajouter? Non, juste que tu es un bon animateur. Tu devrais faire des podcasts intéressants. Tu laisses le monde parler, tu poses des questions intelligentes et bien dirigées, sans donner d'avis. C'est ça un podcasteur. C'est ça quelqu'un de. Ça, c'est quelqu'un qui fait des interviews professionnelles. Merci, Marc. Un gros merci à toi et Florence d'avoir accepté encore une fois de venir sur le live. C'est un sujet qui est très peu connu. Un gros merci tout simplement.
Ouais, puis juste avant de partir, je vais répondre à Rebecca Cœur Blanc dans le chat, après je pars. Oui, des fois, je vais avec Florence au IGA. Ça l'arrive, c'est rare. Mais ça l'arrive, si tu veux, je mettrai une vidéo sur mon mur TikTok, Jeux vidéo Québec, d'une fois où j'étais avec Florence. Puis quand Florence était à l'hôpital en psychose, j'y étais 2 fois. Donc oui, ça l'arrive. Merci Queen. C'est très rare, ceci dit. C'est pas 50 fois par année. Au cours des 2 dernières années, j'ai été 4 fois avec Florence au IGA. Ça l'arrive, mais c'est extrêmement rare. Donc bonne soirée tout le monde. Merci Mike pour l'invitation. Merci, Marc. Bye, Florence.